Bien, ben, bonjour à tout le monde, à tout chez Jean. Je ne sais pas si bon, tout le monde me connaît probablement, moi peut-être pas tout le monde, mais c'est pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc je vais vous partager une image, si j'y arrive, parce que là c'est, voilà, hop, non, ça l'a pas fait, ça doit pas partager là. Ah là là, si ça partage, vous voyez un Oui, personnage un personnage barbu moustachu. barbu moustachu. Bon ben c'est bien. Donc vous avez ce personnage. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Il n'est pas inconnu, hein, je le dis quand même. Olivier, tu hoches de la tête, tu as une idée? Je t'entends pas, Olivier. Oui, il fait penser à celui dont le fils est mort pendant la Résistance. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui? Bon. Non, non. Oui, oui, c'était avec Hurlobu et tout ça. Non, non. René, non. Donc là, on est. Bon, vous m'entendez bien, donc moi, je vais pas faire le mystère plus longtemps. Donc on va passer 1 heure et demie avec Léon Goudalier. Léon Goudalier, qui est originaire du département de la Somme, qui a vécu une bonne partie de sa vie vraiment dans l'Oise, mais le nord de l'Oise. Donc, on va retourner dans l'Oise cette fois-ci un petit peu, mais géographiquement. Je ne sais pas si le partage il fonctionne toujours bien. Si, si, ça va bien. Et puis, qui a fini ses jours dans l'île-et-Vilaine. Hein, dans, dans le départ, tout près de Dinan, de Saint-Malo. On va voir ça. Alors, c'est la seule photo que j'ai de lui, mais c'est quelqu'un qui est décédé en 1951, donc il doit en exister beaucoup d'autres, d'autant qu'il a une descendance assez nombreuse. Euh, donc, je vais arrêter le partage, enfin, quoi que, c'est pas forcément ma tête le plus intéressant à voir. Non, je vais vous le remettre. Parce que en fait, j'ai des éléments à vous donner. Donc, je vous montre d'abord à la caméra, j'y vais y revenir bien sûr, le document essentiel qui est une publication du Centre d'études Picard, donc bon, une publication déjà ancienne et bien connue, 1979, Les Sonnets Picard de Léon Goudalier. C'est essentiellement à partir de cette fin des années 70 que Léon Goudalier est arrivé dans la littérature picarde grâce à un de ses fils qui a été en relation avec René Debry, qui était professeur à l'université de Picardie et qui était la cheville ouvrière du Centre d'études Picard jusqu'à quasiment son décès, et puis qui a publié énormément d'auteurs picards, tant dans la littérature que dans la dialectologie. Et puis tous ses travaux, bien sûr, personnels à René Debry. Et donc, il a mis au jour Léon Goudalier, qui était très peu connu, alors qu'il avait eu quand même une présence dans la littérature, dans des almanachs, je vais vous montrer ça, dans un certain nombre de choses. Mais ces sonnets, hein, là, il s'agit de sonnets picards qui sont rassemblés ici, hein, vous n'avez peut-être pas eu le temps de bien voir. Les sonnets, donc vraiment sur une prosodie classique de la littérature française, hein, tout à fait pareil, donc étaient restés manuscrits. Un petit peu de voyage avec Léon Goudalier. Alors, je vais vous montrer les villages, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Je vais vous partager l'écran avec cette image-là. Alors, je reviens là. Pour que vous voyez où ça va se situer notre propos. Alors, là, vous avez toujours Léon, là? Hop, je vais essayer de virer ça. Ah là 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 là. Moi, Yannock. comment? Oh, alors, j'arrête le partage parce que là, ça, je mets ça en pause. Ça va pas du tout. Hop. On va y arriver. Je vire cette image-là. Ça, je mets en plus grand. Plus. Voilà. Un jour, on sera au point, hein, mais on sera vraiment grand et tout. Voilà.
Voilà, normalement, vous devez avoir deux cartes en bas. C'est bon? Donc, donc Léon Goudalier est né à Angers-sur-Somme. Hein, je vous ai mis ces cartes, bien sûr, issues de Google, hein, parce que c'est plus facile pour tout le monde d'aller sur cet outil-là. Donc, ça se situe où, Angers-sur-Somme? Il y a deux villages qui s'appellent Angers dans la Somme. Il y a Angers en Santerre, qui se dit Angy, et il y a Angers-sur-Somme, qui est à mi-chemin entre Lomprey-les-Corsins et Piquigny, qui est à ce niveau-là. Donc, on est presque à mi-chemin entre Abbeville et Amiens, le long de la vallée de la Somme. Euh, si j'arrive à grandir mon truc là. Donc, on va peut-être le voir un peu mieux comme ça. Hop, voilà, c'est peut-être un peu plus net pour vous. Hein. Et puis, donc, on a la chaussée Tirancourt, Samara, pour ceux qui aiment la préhistoire, donc Piquigny qui est à ce niveau-là, Erennes qui est un peu plus là à l'ouest, Vignacourt qui va être un peu plus donc au nord-est, et puis Lomprey-les-Corsins, l'Étoile à ce niveau-là. Donc ça, c'est son village natal. Je vais vous raconter un petit peu sa vie. Et puis, on va arriver, donc la deuxième carte qui est en dessous, donc dans le nord de l'Oise. Vous voyez, on a Breteuil à l'ouest, on a Saint-Just-en-Chaussée, là un petit peu au sud sur la carte, et puis Montdidier. On est vraiment à la limite hein, des deux départements. Montdidier, et là, on va voir le village de Plainville qui va avoir beaucoup d'importance. Enfin, Léon Goudalier va longtemps résider là. Et puis Ouel-Pérenne, qui est juste en dessous, qui est le village, vous allez voir, où il va se marier. Donc là, il y a à nouveau un Bacquel, qui n'est pas le Bacquel de la Somme, qui est le Bacquel de l'Oise. Et puis, il y aura bien entendu, vous ne le savez pas encore, il y aura Amiens qui va apparaître dans notre présentation. Et puis, je vous remets la photo de Léon Goudalier, qui est celle qui est connue donc, dans l'ouvrage que je vous ai présenté, dans les sonnets. C'est là où j'ai issu cette photo. Et puis, il faut savoir que dans son village natal, il y a une rue Léon Goudalier, qui n'est pas une avenue, mais enfin, il y a une rue Léon Goudalier. Donc, sa mémoire est conservée ici. Je n'ai pas réussi à savoir en quelle année cette rue avait été fondée. Je ne pense pas du tout que ce soit de son vivant. Hein, c'est quelque chose de très récent. Et je pense que c'est vraiment lié à sa notoriété acquise grâce aux travaux de René Debris. Je ne pense pas que ça a pu être fait antérieurement et différemment. Alors, je reviens avec mon... Vous savez, je jongle sur deux écrans, ça n'a rien de bien compliqué, mais il faut quand même que j'ai les choses en face de moi, sinon vous avez l'impression que je m'adresse à je ne sais pas qui. Alors, quelques mots sur sa vie, sur sa biographie, que j'ai travaillé essentiellement à partir donc des notes qui ont été transmises par le fils de Léon Goudalier à René Debris, donc toujours dans le recueil des sonnets Picard, et puis que j'ai mis à jour pour un certain nombre de petits détails essentiellement liés à sa descendance, puisque depuis 1979, il y a des enfants qui sont décédés, mais vous allez voir, enfin bon, c'est... Donc, je fais le plus rapidement possible. Alors, Léon Goudalier est né le 2 mai 1842 à Angers-sur-Somme, donc, hein, chez ses parents. Et puis, donc, il va décéder, non, attends, je vous dis des bêtises. Je reprends tout. Léon Goudalier est né en 1873. Hein, il n'est pas mort à 110 ans. 1873, le 14 mars, à Angers-sur-Somme, et il décédera le 14 janvier 1951 à la Richardée, qui est le village qui est à côté de Dinan, le barrage de la Rance. Hein, on est vraiment à l'entrée de la Bretagne, donc, où il s'est retiré avec chez un de ses enfants là-bas. Et puis, son père était né le 2 mai 1842 à Angers-sur-Somme, et il va décéder à 44 ans en 1886. Donc, vous voyez, Léon Goudalier sera orphelin de père à 13 ans.
Son père était propriétaire d'une fabrique de toiles. La Somme, la vallée toute la vallée de Flixecourt, c'est une vallée textile. La région de Doulan est également textile. Vallée de la Nièvre. La vallée de la Nièvre, oui. Donc là, on est dans la Somme, mais on est dans la vallée de la Somme. Mais c'est un département très textile au 19e jusqu'en 1970 à peu près. Et donc son père a une fabrique de toiles, sacs et bâches qui capotera après son décès à son père, qui s'appelle Arthur, qu'il tient lui-même de son propre père, donc des ascendants qui sont tous originaires d'Angeste. Et donc Angers en picard, mais Angeste en français. Et puis, dans le courant donc, de la fin du 19e siècle, c'est la concurrence de la vallée de la Nièvre, justement, comme le disait Jean-Pierre, surtout de Flixecourt, qui va reprendre les fabriques de sacs et de bâches, de sisal ou de jute. Et puis, sa mère, la mère de Léon Goudalier, donc, elle est née à Leuilly. Leuilly, c'est dans la vallée de la Selle, au sud d'Amiens. C'est le pays, pour ceux qui suivent depuis le début, de Pierre Duquet. Leuilly, c'est vraiment le sud amiénois. Elle est née en 1847 et bien sûr, elle va venir vivre à Angeste-sur-Somme. Et puis, elle va décéder donc en 1887 dans sa 40e année. 1887, eh bien, Léon Goudalier a 14 ans. Donc, il se retrouve orphelin à 14 ans. Alors, il est fils unique de ce mariage. Sa mère va lui faire l'éducation primaire. Elle va être on est à une époque où l'éducation n'est pas encore obligatoire. C'est avant Jules Ferry. Enfin, c'est juste à ce moment-là. Et donc, tout n'est pas encore installé. Donc, elle n'envoie pas son fils à l'école. Elle lui fait l'éducation primaire. Et puis, les deux époux vont décéder à très peu d'intervalle, à peine un an d'intervalle. Et puis, eh bien, Léon Goudalier aura pour tuteur son grand-père maternel, et c'est ça qui va le rapprocher donc de l'Oise. Son grand-père, qui est un ancien notaire à Leuilly, et puis également à Magnolet-Montigny. Et puis, eh bien, c'est lui qui habite à Plainville, dans le nord de l'Oise, une maison familiale. Et ce notaire va prendre en charge son petit-fils, qui va être émancipé d'âge, donc très jeune. Et puis, Léon Goudalier, ça apparaît vraiment souvent dans un tas de notes qui sont prises à la fois dans les sonnets dont je vous parlais, mais également au moment de son recrutement militaire, tout ça. C'est quelqu'un qui a un caractère assez dépressif. Il a ce côté plaintif, dépressif, avec des fois des vocabulaires très médicaux, très, très posés sur lui. Bon, il ne relève pas de la psychiatrie, je veux dire, mais quand même, il y a un caractère comme ça. On peut le comprendre à 14 ans, se retrouver orphelin. Et donc, son grand-père va l'envoyer quand même continuer ses études à la Providence, à Amiens, au collège. Il obtiendra un diplôme de bachelier en S-lettres en 1892. Il a 19 ans. Et son caractère dépressif font qu'il n'arrive pas à se motiver pour un métier. Donc, il va s'engager à l'armée pour 3 ans. 1894, il a juste 21 ans. Vraiment, il s'engage le 7 mars, il est du 14 mars, donc, et il est donc au 72e régiment d'Amiens pendant 3 années. Et à partir au bout d'une année, donc après avoir fait ses classes, il va être musicien. C'est noté dans ses archives militaires. J'ai recherché ces choses-là. C'était assez amusant parce que son petit-fils savait plus, c'était 71e ou 72e régiment. Donc j'ai recherché ces détails-là. Donc il va être musicien. Il joue de la clarinette. Ce qui fait qu'il y a très peu, mais il y a quelques sonnets. Il y en a un en particulier qui est sur un air de Mozart. Donc, c'est quelqu'un qui a la musique quand même dans l'oreille et probablement dans le sang. Donc, il joue de la clarinette. Et puis, à l'issue de ces 3 ans, il ne rempile pas, entre guillemets. Et donc, il va être employé chez un architecte à Amiens
Donc, il serait, je n'ai pas retrouvé cet architecte, mais il s'appellerait Monsieur Millevoye, hein, et qui aurait un cabinet d'architectes donc à Amiens à la fin du 19e siècle. L'air de rien, ça a une certaine importance parce que cet architecte va l'envoyer travailler sur ce qu'on appelle désormais la côte picarde ou la côte d'Opale. Vous verrez tout à l'heure que ça va avoir une grande influence sur son inspiration et son écriture en picard. Donc voilà un peu le caractère de Léon Goudalier. On retrouvera son caractère dépressif pendant la guerre 14 parce qu'il va être mobilisé. Hein, en 14, il a 41 ans et il a des enfants, mais il est mobilisé. On va y revenir. Il rencontre son épouse, donc, qui est originaire de Welperen, là, le village que je vous montrais tout à l'heure à côté du village donc, de son grand-père, dans le nord de l'Oise. Et puis, ils vont se marier en 1903 à Welperen, au village de sa femme. Et puis, ils vont habiter dans un premier temps à Amiens, et puis ensemble, après, ils vont faire leur vie, et puis donc ils finiront leur jour tous les deux à La Richardée, en Ille-et-Vilaine. Ils auront 4 enfants, une première fille qui va mourir très très jeune, elle n'aura pas une semaine, elle est morte en 1904. Donc là aussi, c'est pas ça qui va mettre de la joie dans la famille. Son fils Pierre, son fils aîné, en fait part. Dans son témoignage, il y a une longue lettre qui accompagne le recueil des textes. Donc, il y a Pierre qui naît ensuite en 1905, un an après sa sœur Emma, qui est décédée. Donc, lui, il naît à Plainville, hein, ils habitent à Plainville à ce moment-là. Puis après, donc, bon, on ne va pas faire tous les détails, mais enfin, ça oscille toujours entre les villages que je vous ai parlé. Mais plus jamais à l'âge adulte, et c'est ça qui est intéressant sur le point de vue de la langue et de la littérature, plus jamais il ne va revenir à Angeste-sur-Somme, alors que son picard, vous l'apprécierez, est un picard de l'ouest amiénois, qui est un picard sans... il n'y a pas de touche sud-amiénois, vallée de la Selle ou nord du plateau picard du Beauvaisis. Non, il garde son picard de ses parents, celui qui tient de sa petite enfance. Donc, bien qu'il ait vécu dans tous les endroits dont je vous parle. Donc Pierre, donc le fils qui va garder les archives familiales et en particulier les textes picards de son père, qui lui-même a une descendance, hein, il a 2 enfants, Jean et Bernard. Vous aurez le document, vous pourrez retrouver ces détails-là. Il y aura une sœur ensuite, Emma, qui est née également à Plainville en 1908, qui elle-même va avoir une descendance. Et qui va passer sa vie également toute la famille est partie dans l'Ille-et-Vilaine, à Chantepie, hein, c'est l'aîné qui est à la Richardée. Et puis il y a une 3e fille vivante, hein, parce qu'il y a 2 Emma, et puis donc la 3e fille, ça c'est un peu bizarre d'avoir donné 2 fois le même prénom à une fille, mais bon, c'est comme ça. Et donc une fille Agnès qui naît juste avant la guerre 14 en 1912, en avril 12, et qui mourra à Fougères, elle sans descendance parce qu'elle est engagée comme religieuse à une communauté à Fougères, donc dans le 35, dans l'Ille-et-Vilaine. Voilà. Donc vous avez une famille avec une descendance et qui a encore probablement des arrière-petits-enfants vivants aujourd'hui. Hein. Il n'y a probablement pas de doute là-dessus parce qu'il y a vraiment une descendance assez nombreuse chez Pierre et Emma qui ont eu donc pas mal d'enfants. Je reviens donc à Léon Goudalier. Alors, d'après les travaux de René Debry, il aurait signé un certain nombre de ses textes sous 3 pseudonymes. Philogone d'Arissart. Alors, Philogone, c'est un prénom. Arissart, c'est pas Hérissart, hein, c'est pas le village d'Hérissart dans la Somme. Bon, pourquoi pas. Schfiututur, voilà, Schfiututur, ça va, parce que son père s'appelait Arthur. Et puis Glod Lalorion. Alors Glod, bon, c'est un prénom qu'on aime bien en picard parce que c'est amusant, Glod, voilà, bon, c'est assez souvent utilisé. Et puis Lalorion, pourquoi? Je n'en sais rien. Aucun de ces textes publiés n'est signé d'un pseudonyme. Donc je ne sais pas du tout à quel moment il a pu les utiliser, mais c'est relevé par René Debry. Donc je vous en fais part.
Et ses premiers écrits picards arrivent en 1897. Donc, je vous rappelle qu'il est né en 1873, donc en 1897. Donc, il a une grosse vingtaine d'années. Il écrit à ce moment-là un texte qui s'appelle Moralité picarde, qui est le premier jet d'une pièce de théâtre dont on va reparler, qui est donc un texte qu'il a pensé pendant ses cours de philosophie quand il était avant d'avoir son bac en 1891. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui l'obsède, enfin qui le poursuit. Je veux je veux pas faire trop de jugement de valeur sur sa réflexion, mais donc ce 1897, Moralité picarde, c'est un texte qui a été publié par Éclitra. Dans un de ses bulletins, vous aurez la date tout à l'heure, et donc c'est le premier jet de Schlaccidan d'Odor, cette pièce de théâtre, qui est une pièce de théâtre assez classique, je vais revenir dessus, dans sa construction, un couple de gens d'une soixantaine d'années qui ne sont pas d'accord, et puis un médecin, le médecin parle français, on va y revenir. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'a, donc quand je dis c'est classique dans le théâtre picard de cette époque-là, d'avant les années 1950, donc là on est quand même 60 ans avant, c'est du théâtre amusant, ça n'a rien de philosophique, il n'y a pas une réflexion philosophique dans cet écrit de Léon Goudalier, mais c'est comme ça que c'est présenté par sa famille. En 1898, donc l'année d'après, hein, il commence donc un ensemble de sonnets qu'il va rassembler sous le titre Pensée d'automne. Pensée d'automne, donc un titre en français pour des sonnets en picard. En 99, Sturfailli, donc un autre sonnet. 99 encore Maimpouilly. Et puis Jbourdi, qui là n'est pas un sonnet, mais qui est une prose qui sera plusieurs fois publiée et qu'on va regarder tout à l'heure. C'est un texte à vocation folklorique et qui se termine par une blague. Mais le côté folklore traditionnel, ambiance du printemps, je bourdis en ce moment. Enfin, ça se termine au mois d'avril, mais bon, de février, mars, avril, c'est quelque chose qui se pratique encore dans le nord de l'Oise, mais qui se pratique aussi dans le Val de Somme et notamment dans la région de Lomprey-les-Corsins. Donc, c'est quelque chose que Léon Goudalier a vécu dans son enfance. Et je vous parlais tout à l'heure de son patron, l'architecte. Eh bien, en 1900, donc quand il est embauché, après ses 3 ans d'engagement, donc en 1900, eh bien, il a 27 ans, 26-27 ans, son patron l'envoie travailler pour lui sur donc, la côte de la Manche. Donc la partie picarde, hein, puisque la partie Ponthieu, puisque le Ponthieu va jusqu'au bien au nord de Montreuil, Étaples. Hein, le Ponthieu, c'est historique et linguistique, c'est ce secteur-là. Et donc il va surveiller des chantiers d'architecture donc dans la région du Crotoy. Et à Étaples, à Grosflier, la baie d'Auty, la pointe de Saint-Quentin en Tourmont, donc vraiment du nord de la Somme jusqu'à la Canche, en enjambant l'Auty. Et c'est dans ce secteur-là, il ne connaît pas encore sa femme à ce moment-là, sa future femme, qu'il écrit 25 sonnets en picard entre 1901 et 1902, donc en un an de temps, 25 sonnets qui vont être remarqués, qu'il va transmettre, je vous en parle quasiment à chaque conférence, aux Rosati Picard, qui tiennent donc leur concours annuel, la fête de la rose à Fontenay-aux-Roses. Et donc, il va obtenir un premier prix assorti d'une rose d'argent pour ses 25 sonnets Picard. Donc, c'est un auteur qui entre de plein pied dans la littérature et dans la poésie avec cette reconnaissance. Et donc, bien sûr, ça va je crois que c'est en 1903 qu'il a cette rose. Et puis, là, il rencontre sa femme. Donc, il y a des périodes de creux dans son écriture et des périodes gaies ou tristes dans sa vie. Et quand c'est gai ou triste dans sa vie, eh bien, il n'écrit pas. Et puis, c'est après qu'il écrit. Donc, après les naissances de ses enfants, il va écrire 33 sonnets en 1908, 5 en 1912, 7 en 1913, 3 en 1914, avant la guerre. Et puis en 1914, juste avant la guerre, il effectue une période militaire de sapeur télégraphique, ou télégraphiste plutôt.
Et la guerre se déclare, donc au mois d'août. Il est affecté à un dépôt de matériel à Angoulême, hein, donc dans le centre de la France. Il a 41 ans, il a 3 enfants à charge, donc il n'est pas sur le front indirectement. Il demande pour être gendarme auxiliaire en espérant revenir dans la région de l'Oise, de Plainville, où sa famille est à ce moment-là, mais ça ne sera pas le cas. Et donc, il va rester assez éloigné, alors que le front est très proche pour ceux qui connaissent le secteur de Montdidier, le Santerre. Il y a des villages qui ont été complètement rasés, hein, Roy et tout ça. Donc, Montdidier, on est tout près de sa famille. Mais donc, il va passer d'Angoulême à Limoges, ça ne va pas beaucoup le rapprocher, hein. Et puis, vers la fin de la guerre, je vous passe les détails, tout est dans son livret militaire. Il va être à nouveau dépressif et il va être hospitalisé. Et puis ensuite, donc ça dure à peu près pendant 1 an. Et puis ensuite, il va être réformé à Beauvais. Il y a une commission de réforme à Beauvais le 18 mars 1918. Et donc, bon, voilà, il a ce caractère qui le poursuit. Il écrit quand même un petit peu des 7 poèmes, 7 sonnets pendant la période de guerre qu'il dédie aux soldats essentiellement. Et puis après-guerre, Léon Goudalier devient conseiller municipal et maire du village de Plainville où il réside à ce moment-là, comme son grand-père avait été maire également. Et il reprend son écriture à partir de 1923. Donc là, il écrit régulièrement, 9 sonnets en 1923, 5 en 24, 5 en 25, 4 en 27, 1 en 28. Vous voyez, donc pendant 5 années, il écrit, sans publier, une vingtaine de sonnets. En 1929, il est nommé chevalier dans l'ordre des Palmes académiques en raison de ses travaux littéraires, puisqu'il n'a jamais été enseignant, hein, donc ses travaux de littérature en picard. Il a écrit aussi d'autres textes qui ne sont pas des sonnets, mais qui ne sont pas datés, donc on ne peut pas véritablement savoir à quel moment ils ont pu être écrits. Et puis ensuite, donc à partir des années 30, son fils aîné se fixe à la Richardet, donc près de Dinard. Et puis ses sœurs, enfin sa sœur et ses 2 sœurs, hein, Pierre, viennent également en Île-et-Vilaine. Et puis donc tout le monde va s'installer en Bretagne. Et Léon Goudalier habite un pavillon qu'il appelle Plainville, hein, c'est-à-dire qu'il garde le nom il habite toujours Plainville, sauf que ça n'est plus dans l'Oise, mais c'est en Bretagne. Et en 1933, il écrit à nouveau des sonnets, 5, 3 en 35, 5 en 36, 4 en 37, et puis 1 en 38. Et 13 autres. Et donc là, il commence à écrire des sonnets nostalgiques sur la Picardie, sur la cathédrale d'Amiens. Donc en fait, il y a une écriture qui est constante, mais pas avec des creux et des bosses. Voilà un petit peu son environnement. C'est pas quelqu'un qui est beaucoup édité dans la littérature dans ces époques-là, mais tout simplement parce qu'il n'est pas franchement dans le coin. Ceci dit, on va le retrouver dans un almanach, je vais vous en reparler. Et puis, après-guerre, il sera également publié dans la revue Picardie. Et donc, on a fait un petit peu le tour de sa vie. Sa bibliographie, avant d'attaquer quelques textes. Donc, sa bibliographie, je vais vous la partager, comme ça vous... alors que je vais faire le contraire. Donc, comme ça, on pourra regarder en même temps. Hop, hop, hop. Normalement, ça doit être bon, là. C'est bon? Olivier, tu me fais signe? OK. Donc, la bibliographie de Léon Goudalier, Schlaccident d'Odeur. Donc, je vous ai remis les différentes éditions qui ont pu en être faites. Alors là, c'est mon boulot, là, cette fois-ci, parce que je vais vous les présenter après, les documents. René Debris n'avait pas connaissance de tout ce que je vous raconte là.
Donc, la première représentation de la pièce a été faite le 4 avril 1900. On ne va pas l'étudier, cette pièce-là, parce qu'il y a beaucoup de Français, enfin, il y a beaucoup d'interventions en français dedans. Puis je vous ai dit le propos. Enfin, je vais vous le redire. Donc, il y a lui et elle. Lui, il a une soixantaine d'années. Bon, il est vieux, hein, on est vieux à 60 ans. Et puis, il décide d'aller chasser les oiseaux la nuit avec une, une lanterne pour attirer les oiseaux. Et puis, sa femme, elle ne veut pas. Et puis, il a un bâton pour tuer les oiseaux, pour les abattre dans Shéaï. Et puis, il se blesse. Hein. Il se donne tout simplement un coup de bâton. Et de là, ils appellent le docteur. Le docteur, bon, il s'en occupe un peu. Le docteur revient. Voilà. Et puis, donc, c'est une blague comme ça. Et puis, à la fin, donc, il y a plusieurs fins à cette pièce de théâtre selon les éditions. Et probablement que c'est lié à l'interprétation qu'on a été faite en public. Et donc, l'édition de 1900 ne comporte pas la fin qu'il y a dans l'édition de 1911, où lui propose à elle, hein, lui c'est Dodor, c'est l'accident de Dodor, et elle c'est Nani, il propose juste à la fin, si on ose un brachouem, et puis elle, je veux bien. Donc il y a un petit côté sentimental qui est exprimé, alors que dans la première version, il était dans le non-dit. Donc, on a ces présentations donc, qui sont faites en 1900, en édition, hein, à Amiens, en 1900, en 1911, à nouveau. Et puis, dans l'almanach, je vous ai présenté en 1926. Et là, il y a des illustrations. Alors, un petit mot sur l'illustrateur, André Pierre. Je vous ai mis l'illustration de 1911 ici, là, avec le bonhomme qui fume sa pipe. Ça, c'est un dessin qui est signé André Pierre. Vous avez là. André Pierre, c'est un des tout premiers auteurs de bande dessinée en Picard. À mon sens, j'ai fait une conférence là-dessus. Donc là, on le retrouve en illustrateur. Il a énormément illustré de textes dans les almanachs amiénois des années 1920. Et donc, il est là avec Léon Goudalier. Il y a 4 illustrations qui accompagnent la pièce de théâtre dans l'almanach. Et puis, donc, il y a en 1944, après la libération, enfin, juste au moment de la libération, hein, parce que le numéro 6, il est de juillet-août 44, donc Amiens est libéré en août, fin août 44. Hein. Donc, il y a la revue Picardie qui republie un certain nombre de textes d'auteurs déjà confirmés ou connus d'avant-guerre. Et donc, Léon Goudalier est présent dans la revue Picardie en 1944 avec cette même pièce. La moralité Picard, donc le texte initial de cette pièce de théâtre donc, a été publié en 1987 par Écritra dans un de ses bulletins. On a une autre pièce de théâtre de Léon Goudalier qui s'appelle H-Franc-Marquet de septembre, qui est une scénette de 1908 dont le texte a été sauvé par René Debry dans la méthode Spicard-Bellerat, qui est une méthode d'apprentissage. C'est la méthode Assimil du Picard hein, de l'époque, hein, parce que Assimil a fait des choses après dans les années 2000, mais en 1983, donc il y avait une méthode avec les cassettes et puis donc le texte du dialogue qui est sur 2 pages qui est publié à ce moment-là, je vous le passerai. Les sonnets Picard dont je vous ai déjà parlé, publié en 1979, réunis à ce moment-là. Il y a une fable qui a été retrouvée par Éclitra et puis qui a été republiée par Roche-Lancheron, donc la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, hein, donc il devient le renne qui veut se faire grosse comme une vache. Il y a un autre recueil de textes de Léon Goudalier qui sont des textes en prose cette fois-ci et à caractère folklorique traditionnel qui sont publiés par Éclitra donc en 1988 avec un lexique de la langue de Léon Goudalier, lexique qui a été dressé par, j'imagine, par Léon non pas par Léon Goudalier, mais par René Debry. Et puis donc un certain nombre de sonnets qui sont publiés dans différentes revues, donc dans Schlancheron récemment, mais dans la revue septentrionale qui est la revue des Rosati Picard, à partir de 1899 jusqu'en 1913, jusqu'à la guerre 14. Donc, un certain nombre de sonnets qui sont publiés à ce moment-là. Et puis une étude historique en français
un article de 20 pages dans le bulletin de la Société des antiquaires de Picardie sur donc, le château de Plainville, là où il est maire, en 1924. Donc ça, cette bibliographie, c'est moi qui l'ai élaborée et complétée à partir de ce qu'on avait de disponible par les travaux. Alors, je vous présente les ouvrages dont je viens de vous parler. Donc, bon, les sonnets, c'est au Centre d'études Picard. Les textes en prose, voilà, c'est comme ça, c'est donc chez Éclitra. Hein, alors, c'est des recueils. Bon, la preuve que je les ai lus, c'est que les couvertures elles se barrent à chaque fois. C'est des recueils qui sont très fragiles. Mais ce n'est pas une preuve, c'est simplement que je les ai manipulés. Non, non. La méthode Picard Bellera, donc c'est amusant de la présenter aujourd'hui parce que c'est un gros coffret comme ça, et avec une méthode vraiment, avec les exercices, et puis avec les cassettes. Et puis avec donc les réponses aux questions, les traductions, et puis une méthode avec une progression pédagogique. Hein. Dans la graphie de René Debris, c'est ce qui lui a été le plus reproché, mais ça a permis de sauver donc cette pièce de théâtre de Léon Goudalier. Donc là, j'en ai fait une photocopie, mais je vous la passerai. Et là, c'est un dialogue. C'est un dialogue en picard entre deux femmes qui vont à Franc-Marché et puis qui se racontent des choses du quotidien. Alors, en remontant le temps, toujours, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure brièvement, donc la revue Picardie de 1944, dans lequel il y a des articles en français sur la tradition. Alors, la Picardie comprise déjà à ce moment-là au sens des 3 départements picards, hein, Somme, Aisne et Oise, ce qui n'est pas du tout fréquent. C'est bien avant la création de la Picardie, qui est maintenant dissoute dans l'acide nitrique, mais lillois. Mais sinon, donc on a à cette époque-là, souvent la Picardie, il y a le Pas-de-Calais qui vient avec, par exemple, l'Automobile Club Picard, tout ça, c'est à ce niveau-là. Donc là, on a une autre conception Picard. Et puis l'Almanach de 1926, où il y a donc le travail illustré, alors mon exemplaire est en très mauvais état, mais donc illustré par Pierre, enfin André Pierre, Pierre c'est son nom. Et puis à l'intérieur, donc il y a les autres illustrations. Je vais vous montrer la dernière illustration, elle est assez... Voilà. Voilà, on a la dernière illustration, voilà, qui montre bien donc la nouvelle fin, qui n'est pas la fin originale du texte, voilà, donc ils s'embrassent à la fin, voilà. Et puis, donc ça c'est imagé, le suspense est rompu par le dessin, et puis donc les Schlaxidan d'Odor, les 2 éditions, donc vous avez ici en blanc la toute première édition, dont René Debris n'avait pas du tout connaissance parce qu'il doutait que le texte ait été publié en 1900. Hein, donc ça, c'est l'édition de 1900. Et puis là, c'est l'édition de 1911 en rose. Rose comme les Rosati, c'est couleurs des... Il y a beaucoup de gens qui publiaient à ce format-là et avec une couverture rose ou qui avaient des cahiers à couverture rose. Donc il y a vraiment... C'est pas un clin d'œil, c'est pour être dans l'ambiance des Rosati, donc 1911, et ici la toute première édition, qui ne sont pas illustrées. Hein, à la fin, vraiment au rideau final près, c'est le même texte. Voilà. Je vous ai fait donc un panorama de l'œuvre de Léon Goudalier, et je pense que c'est quelqu'un qui vaut d'être lu. Ces sonnets sont rimés, mais ne font pas grande allégeance aux Français. Bien sûr, il y a la rime qui est là, mais il y a quand même beaucoup d'authenticité dans son écriture, au sens de la langue. Et puis, il y a du théâtre, il y a de la prose, et il y a un lexique qui a été dressé par Debris, par un linguiste, mais bon, donc il y a quand même une matière, et puis des sources d'inspiration à cheval sur la guerre 14, et puis donc fin des années 1890 jusqu'aux années 1939, c'est vraiment jusqu'en 39. Donc il y a quand même sur une quarantaine d'années de production, avec un Picard qui reste ancré dans le Val-de-Somme, l'Ouest amiénois. Alors, on va regarder quelques textes. Voilà.
J'ai commencé ce choix, j'ai débuté ce choix par deux textes à caractère familiaux. Le seul que j'ai trouvé où en fait, il évoque le métier de son père et de son grand-père paternel, la fabrication de la toile qui va permettre de fabriquer des sacs. Bon, là, je corrigerai parce que j'ai pas mis le retour chariot au bon endroit. Bzeutuel. Bzeu, c'est le faiseur, hein, c'est fouer de Jean-Luc, boulot. s'il te plaît, je crois que le texte est quand même trop petit, hein, pour qu'on puisse le lire correctement. Ah, ben on va Voilà, l'agrandir. c'est mieux comme ça, oui. C'est mieux Encore un comme petit ça. peu Ben, si tu peux, oui. voilà, on peut. Pas? Non. Un plus grand, comme ça? Ouais, bon. Alors, c'est pénible parce que j'ai vraiment les écrans, c'est là. Donc, bzeu, c'est le faiseur, c'est le fabricant. Quand tu bzouais, qu'est-ce que tu faisais, hein? C'est pas une déformation, c'est vraiment bon, on était à Doulan la dernière fois avec Charles Dessin, de ce secteur-là jusque. Ça traverse tout le département de la Somme, hein, c'est vraiment vertical. Bzeu de toile. Donc, celui qui fabrique la toile. Clic-clac, donc ça c'est le bruit du métier à tisser. Stom jouqué sur le banquette, donc dressé sur la banquette. Ses pieds aident chez fil à se croisier, se croiser. On est dans l'amiénois, on a toujours cette diphtongue sur les verbes sur un bon nombre de verbes du premier groupe. Hein. Bon, vous voyez un métier à tisser, hein, donc avec la navette, voilà, donc qui passe, et puis avec les pieds qui vont donc faire alterner pour que la trame et la chaîne se tissent le tissu. De ce main droite, racache le navette, donc il la rechasse, hein, mot à mot, rechassé. Puis de le gauche, ballonge sa métier, donc c'est quelqu'un qui envoie, je fais des gestes mais vous ne les voyez pas, donc qui envoie la navette avec sa main droite, et puis il tisse avec donc de la main gauche avec le métier à tisser, le métier par lui-même. Clic-clac, j'taquais caquette. Donc là, il fait le bruit caquette. Hein, tic, tac, tic. Il y a de très nombreux textes où le son du métier à tisser, soit du tisseur, soit du témoin, soit de quelqu'un qui passe dans la rue et qui entend les métiers à tisser, qui travaille à la veillée. Il y a beaucoup de sons avec les onomatopées qui changent d'un auteur à l'autre, mais non, très nombreux textes de différents auteurs, bien sûr. Scanchon dans le moison d'ouvrier, Youk lui répond à une alouette. You, c'est où, hein, là où, c'est vraiment amiénois. On l'a chez Gisèle Soué dans le Nord amiénois, on l'a un peu partout. Donc, Youk lui répond à une alouette que Schroutelma, l'eau fouet d'Intier, donc le routellement, c'est le roucoulement, si vous voulez. Hein, l'eau agacée. D'Intier, quelqu'un s'est agacé, donc la louette a été agacée euh, par le bruit du métier à tisser. V'là le musique qui veut à le marmaille, le long de l'aîné, des hardes de le macaille. Donc voilà la musique qui vaut du verbe valoir, hein, du valoir, qui vaut à la marmaille, qui vaut à la descendance du tisseur tout au long de l'année, des hardes et de le macaille, donc des habits et de la nourriture. Hein, c'est ce qui nourrit la famille, c'est le travail du père, enfin des parents, du père probablement, derrière le métier à tisser. Et puis l'hiver, quelques champs de carbone, donc, et l'hiver, de plus, ça ramène un peu de chaleur dans la maison grâce au charbon. Du moment que je tombe de l'ouvrage, on cesse de batteler d'un cheminage, comme si casserouet cheur de moison. Donc, du moment tant que l'homme a du travail, ça ne cesse de battre dans batteler. Les batteleux, c'est un moment pas que c'est amusant, c'est les carteleux, les batteleux, ceux qui font du bruit, hein, du bruit qui est du bruit assez puissant quand quand on va tracher un pocage et puis qu'on cherche des os quand on est enfant de cœur. Mais donc il y a un battlement, donc un roulement, si vous voulez, un roulement de tambour, comme si que ça serait le cœur de la maison. Vous relirez ce texte en pensant qu'il l'a écrit en 1909, il a perdu ses parents depuis longtemps, qu'il a été orphelin et qu'il a entendu le métier à tisser. Et ces trois derniers vers, il plante au début donc ce souvenir, probablement, hein, très probablement, et les trois derniers vers, tant que l'homme a du travail,
ça ne cesse de battre dans le ménage, il ne cesse d'y avoir du bruit dans le ménage, comme si comme si c'était, en français, le cœur de la maison. Et donc, ben, il a perdu ses parents et le cœur de la maison, le bruit du métier à tisser s'est éteint. Le cœur de la maison a arrêté de battre. Je trouve qu'il y a, quand on sait, si on sait sa biographie, on a vraiment, je pense, quelque chose de très fort qui est évoqué là. Sachant qu'après ses parents, quand il a été orphelin, bien qu'il soit donc mis sous tutelle de son grand-père, les biens de l'orphelin fils unique ont été vendus et sans être dilapidés, ont été vendus, mais c'était vendu à vil prix. C'est vraiment quelque chose de constant à cette époque-là. Et de surcroît, l'activité a été reprise, bien entendu, sans dédommagement par probablement les saints frères à Flic Secours. Et donc, il n'a pas eu gros héritage du tout, le jeune Léon Goudalier de 14 ans. Donc, il peut garder plus que de la nostalgie de sa petite enfance. Je vous ai mis ensuite ce texte Mathieu-Fiu, parce qu'il est celui qui a été relevé par Pierre Goudalier, donc le fils de Léon, comme étant un texte qui devait être probablement lu assez souvent en famille, en tout cas évoqué, quand Léon Goudalier a dédié ce texte à Jean. Donc je vous ai mis la note, là, Jean, c'est son premier petit-fils qui est né en 1932. Et vous voyez, il est né en 1932, donc le 16 novembre, et le 10 décembre 1933, un an après, pour ces un an, il lui dédie un poème. Mathieu-Fiu. Pour n'avoir quasiment qu'un an, chez quelques cases de rare comme effant. À vire tout ce qui sait des Geoffouers, il est malin comme père et mère. Pied que Jean dit à l'air béant, faut risette à ce gros de ce moment, et que chez le portrait tout chier de son grand-père. Pour ce que je n'assais, je veux bien se écrouer. Donc, vous voyez, il s'adresse à un public qui décrit un enfant d'1 an, donc un garçon qui commence peut-être à peine à marcher sur ses 2 jambes, en tout cas qui se déplace. Et puis, donc, il est bien sûr, bon, comme tous les grands-parents, il va magnifier son petit-fils, c'est bien logique. Donc, il sait déjà faire plein de choses, il est malin comme père et mère, mais juste après, il y a, donc, bien que Gramin a beaucoup, bien que je dis à la bienveillance, faut risette. Quand on le regarde en train de faire risette à gron de ce moment, donc sur les genoux de sa mère, un gron c'est le giron, mais être à gron c'est être sur les genoux, donc être coaté, en train de prendre le biberon, en train de manger ou en train de dormir. Donc beaucoup de gens disent, en le regardant, que chez le portrait tout chier de son grand-père. Donc là, il se met en scène dedans, hein, donc forcément. Alors, pour ce que je n'en sais, et forcément, il sait, puisque c'est lui le grand-père, je veux bien se décrouer. Mais nulle part, il n'est fait mention que, hormis dans le titre, hein, il parle à Saint-Théophile, mais que c'est lui le grand-père. Hein, voilà, mais il se met en scène. Et je brigand l'eau, me reprend à tousser quand j'ai le rhum et fouet 5 danser par frime comme estampe qu'il la reluse. Hein, donc, le petit-fils le reprend à tousser, donc il fait comme lui, quoi, il l'imite hein, quand il a le rhum, et qu'il fait signe. En C, c'est être essoufflé, hein, c'est être époumoné, mais comme un asthmatique un peu. Par frime, comme estampe qu'il l'arluse. Donc, bon, par frime, c'est le français, hein, là, c'est le français. Comme estampe, donc là, je vous ai dit tout à l'heure, hein, Pierre Goudalier a une sœur qui habite pas loin, donc c'est sa tante, qui l'a arlusé, c'est amusé, mais c'est relancer l'amusement. C'est s'amuser, non pas à l'excès, mais c'est s'amuser pour le plaisir. C'est pas s'amuser pour passer le temps. Hein. Chio-Jean. Voilà, donc là, il s'adresse à. Alors là, je vous remettrai un espace là. Mais pieux ceux sont fouets, mais il y a 2 mots hein, là, à ce niveau-là, là, il manque l'espace entre les deux, hein, à ce niveau-là. Mais pieux ceux sont fouets. Donc, mais j'ai passé mon plus gros temps, mais je ne sauterai plus aussi haut que ce que j'ai pu faire. Je le sens à ma souffouère qui s'use. Ma souffouère, ce sont mes poumons. Hein. Vous voyez, on sent la vieillesse dans le tercé précédent et puis ici à nouveau. Je sens à ma souffouère qui s'use. À ton tour de faire vouloir tes droits. Donc, c'est ton tour, place aux jeunes, quoi. À ton tour de faire valoir tes droits. Donc, place aux jeunes. Bon, voilà, c'est un texte qui est assez
familial, assez plaisant, et puis qui laisse quand même voir toute la sensibilité de Léon Goudalier bon, dans l'émerveillement d'avoir donc un petit-fils. Moi aussi, je tousse, hein, voilà, c'est rien que de dire ça. C'est bon? C'est bon, je n'ai pas mis, je ne sais pas s'il y a des réactions, des choses, non, des dialogues. Bon, c'est bon, il n'y a rien de spécial. Je vais boire un coup, à votre santé. Hein. Bon, on va faire un petit peu de prose. Un petit peu de prose. Alors, je vais grossir un peu le texte. Voilà. Donc, que je bourdis, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est extrait donc du recueil publié par Éclitra, Joies et peines de naguère dans un village picard. Donc, c'est un recueil qui a été composé, bien sûr, posthume en 1988, à partir des textes récupérés. Donc, le bourdi, il y a des chansons bourdi, donc c'est une tradition très ancienne. Alors, quand je dis très ancienne, probablement qui remonte aux périodes celtiques du retour du printemps. Les chansons ont pour objectif on va revenir là parce que je suis sûr que vous êtes en train de lire et puis ça ne me gêne pas, mais comme ça. Donc il y a des chansons à Mondel-Bourdi-des-Prés, il y a des chansons qui ont été collectées. L'abbé Corblé en avait récupéré une à Lompré-les-Corsins, enfin, il y a plusieurs. Il y a même des danses, et donc c'est avec des danses avec des brandons, donc avec des torches allumées, qu'on passe sous les arbres, dans les vergers par exemple, pour éloigner la vermine. C'est aussi des moments de fête. Entre la jeunesse, c'est le printemps qui va arriver, c'est la fin de l'hiver, hein. C'est le printemps qui va arriver, c'est la jeunesse qui va prendre le dessus sur donc l'hiver, donc la vieillesse, et puis qui va laisser sa place. Et donc ces moments-là sont des moments de fête. Ce sont des fêtes, on va dire, païennes au sens où elles ne sont pas chrétiennes. Certaines ont pu être récupérées dans des rites chrétiens, mais il y a des fêtes païennes, et donc là, c'est ce qu'il va nous décrire. Et donc là, ça va être une fête de garçons. Ça ressemble beaucoup à des processions d'enfants de chœur, mais là, en fait, vous allez voir que les enfants de chœur ne sont pas du tout liés à la religion. Hein. Je reviens au texte. Je bourdi. On prononce pas, c'est bourdi ou bourdi. Lui, il va même dire bourdi dans le texte, mais le titre, c'est bourdi. À Mapouilly, et là, on est à Angers-sur-Somme. Quand il raconte ça, bon, c'est écrit en 1899, il raconte vraiment des choses qu'il a vécues dans sa petite enfance. À Mapouilly, je premier dimanche de carême, on fait je bourdi. Donc, c'est lié au rythme de la religion chrétienne, mais il n'y a pas de curé hein, dans cette histoire-là. À remonter, donc l'après-midi, chez Amateux, ils munissent tête paille, donc munir au sens équipé, décoré, de paille, du un beau, un billotte le plus long possible. Donc une billotte, une bille de bois, donc on va habiller de paille. Au soir, après je salue, tout chez Jean. Donc il y a des rites encore comme ça qui perdurent hein, à Gauville, tout près d'Aumale. Il y a encore des rites de ce genre-là, des traditions et qui, je vous disais, c'est probablement celtique. Dans le livre Le culte de l'arbre et de la forêt en Picardie de Wailly, on retrouve des informations intéressantes là-dessus. C'est un livre qui a été publié en 1960, fin des années 60, et qui montre tout un tas de choses autour des arbres en Picardie, des rites et tout ça. Donc, tout chez Jean, il monte à Marin-Eux, donc il y a la mare du Haut, chez Tannemar, Jouquet, dressé, perché, juste à côté, et à un Eudèche village, comme son nom l'indique, hein, puisque là, on est dans la vallée, hein, on est vraiment dans le fond de la vallée à Angers, hein, et à cheval sur la rive gauche de la Somme. Et qui, vu ce position, est plus souvent sec et que frec, donc plus souvent sèche que humide. Un frais en Picard, c'est toujours humide. Il n'y a qu'en français que ça fait peinture fraîche.
Et de l'Indruello, d'un jour, on découvre tout le Valais del Somme, et puis camp César et de l'Étoile à gauche. Donc le camp César à l'Étoile, c'est le village de l'Étoile, que vous avez vu sur la carte tout à l'heure, qui est un camp qui a été un camp néolithique, puis gaulois, puis romain. Et c'est là où il y a Samara, qui est maintenant le musée Samara qui est installé là, à gauche. Et à droite, Champboueneliu, tout au bout, Eulville d'Amiens, avec le cathédrale qui paraît agrouillé comme un mont, agrouillée, donc regroupée sur elle-même, comme là, je n'ai pas cherché un sens français, mais bon, pelotonner sur elle-même, donc, mais il y a la cathédrale qui dépasse, et c'est vrai que du haut d'Angeste, on voit vraiment loin, partant dégagé. Arrivé l'eau, au splash un rond, donc arrivé à la mer d'un E, au splash un rond et on allume chez Torque, donc on va mettre le feu. À mesure que chez pas il brûle, on a chine et le perque et il n'enche un vrai pleuve d'étincelles. Donc on secoue la perche qu'on vient de mettre en feu et puis il va tomber donc une pluie, hein, c'est le mot vraiment amiénois qui est bien répandu maintenant, mais qui était vraiment amiénois jusqu'aux années 80, 1980, une pluie d'étincelles. Chez Fiu, les plus hardis passent par en dessous, pas dessous, un courant et un jouglant. Donc, courant, ça c'est encore en français, et en jouglant, donc c'est en chahutant, hein, en se bousculant. Et il y en a bien quelqu'un qui ont le caveux et puis les habillures un mollet Asie. Asie, c'est roussi par le feu, hein, mais je ne veux mille peine d'en parler. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Chez Flamme, il s'involte, un stouillant à le fumer, et puis, par moments, l'ange des éclairs qui font sans neige cercle à un sabbat de Cherchel. Donc, par moments, il y a des éclairs qui sont lancés par les torches, les flammes, et ça fait ressembler à un cercle de sabbat de sorcières. Là aussi, on est dans de la mythologie. Tout le long de chez Larry del Valle, aux aperçus sur ses hauteurs, chez Bourdi, Zotpoyi, et de près comme de loin, chez Fabieux à Vire, donc de loin, de près comme de loin, c'est beau à voir. Ça se pratique un petit peu partout au même moment, un petit peu comme nous, on a désormais une espèce de tradition de feu de Saint-Jean, sachant qu'à Long, qui est un village qui n'est pas très loin de Angeste, le feu de Saint-Jean était très, très important dès le 19e siècle et a fortiori tout au long du 20e, et encore désormais. Donc c'est beau à voir. Donc il y a des cultes comme ça qui ont pu être repris par la religion. Après que chez Brandon, donc les tisons, hein, chez Brandon, ils sont éteints. Chez Fiu, ils se prennent pas dessous le bras. Et quelquefois aussi chez filles, donc on se prend par-dessous le bras, et quelquefois on emmène à ce moment-là les filles. Et ils vont tout cantant, le moison de lingote, au mi-temps de le tape, femme, un boine gâte et de l'équeux, un touré, tuyère, rétamé à nous. Il y a une quantité de fautes que je revois là. J'ai tout relu, mais bon, c'est pas possible. Je vais essayer de corriger tout ça. Donc les enfants vont en ribambelle, bras dessus, bras dessous, à la maison de l'Andelotte. Et l'eau, au mi-temps de la table, donc là, au milieu de la table, fume une bonne gâte, hein, une jatte, une grande caudronnée de lait entourée, tuyère, rétamée à nœuds. Donc on a mis les cuillères, on les a rétamées. On a remis de l'état, hein. C'est pas le sens français de rétamer a évolué, mais donc on les a récurées, elles brillent, elles miltent, hein, sous le lampe comme un relais de soleil. J'aime bien ça. C'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Une relais de soleil comme un rayon de soleil, hein, une relais de soleil. Faut à noter, hein, relais là. Voilà. Tout le monde fait une sarabande à l'entour, donc en sarabande, et mange tous un sang, un gâte avec chacun sa cuillère. Donc on mange à même le pot de lait qui a été préparé. À Daran Moison, chez Toilnot, Schlenechi, aux infonches chelé avec un chopo. Alors j'ai conservé aux infonches, mais peut-être bien que c'était aux inforches. Si ça a été repris depuis un manuscrit, vous allez voir pourquoi on le rinforche. Parce qu'on met de la goutte dedans. Quand on met un chopo, c'est un chopo de goutte. Donc, on va le renforcer. Ceci dit, c'est mon interprétation. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que je n'ai pas eu accès au manuscrit de Léon Goudalier, donc je ne peux pas affirmer. Mais donc, on force le goût du lait avec du calvados. Hein, de la goutte, c'est du calva. Il faut dire qu'aux Avouem,
donc on est chez lui, chez ses parents. Il faut dire que Zavouem un nagash privé. Un nagash, c'est une pie privée qui est apprivoisée. Hein, c'est un mot qui n'est pas utilisé que par Léon Goudalier dans ce sens-là. Donc il y avait une pie apprivoisée qui ravedouait toujours dans la maison, donc elle divaguait dans la maison, elle fouillait, elle fouinait. Tandis que Sandrine, mère, donc ça, vous avez vu que sa mère, ça se prénommait pas Sandrine, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Mère, Beyoué, elle porte si elles arrivent, donc elle regardait, elle Beyoué, alors Beyoué, débeyoué, hein, il y a plusieurs préfixes qui sont possibles, mais on peut aussi avoir simplement le radical, Beyé, elle porte si elles arrivent, donc et alors là, je me dis bétail, il saute tout d'un ébondi, donc je me dis bétail, c'est Schlagage, c'est la pie, il saute un bond assez vif, un ébondi, sur le table, et il se joue au bord de le gâte. Sein bec, un dehors. Donc, il a son bec hors de la soupière. Hein, d'accord. Donc, vous voyez où est son cul. Hein, voilà, sont ses plumes. Ma père, qui fait mouer un tédéum, donc là, c'est sa pipe, c'est son tabac, assis dans un cadeau, à des cheveux, donc son fauteuil, au coin du feu, une image traditionnelle picarde, bien répandue. Donc Saint-Père, il s'y œuvre, là aussi, c'est se lever, la forme amiénoise du verbe se lever, il s'y lever, pour cacher sous les yeux, cacher c'est chasser, hein, c'est chasser, l'oiseau. Ouésieux, là aussi, c'est le mot amiénois. Bien souvent, c'est moigneux, mais les auteurs de l'amiénois, c'est toujours ouésieux. Pierre Garnier, c'était ouésieux aussi, etc. Echtichi, donc chouésieux, épeté, effrayé, apeuré, il se lève, il lève estieux un dévalant et fuite d'achelet. Donc là, ça n'est pas dit, il y a 3 points de suspension. Donc, vous savez ce que fait un oiseau quand il part, hein, et quand il décolle, il s'allège. Mère, elle se nettoie aperçue de rien. Donc sa mère n'avait rien remarqué. Juste à Chemomalo, aux introns, cantant Tertous et Okmachon, nos daran ronde et de sabbat. Donc les gamins arrivent et ils font leur ronde de sabbat, comme ils ont fait avant, mais c'est la dernière. Ercran, Tsegargata et puis de danser. Donc Tsegargaté, la gargate, c'est la gaffe, c'est le gavio, c'est la gorge. Donc de s'égosiller, hein, la traduction la plus littérale, ça serait s'égosiller. Donc Ercran, c'est fatigué, hein, on s'est recrandi, il y a énormément de vocabulaire d'adjectifs en picard pour dire fatigué, il y a plusieurs variantes. Mais Ercran, on est bien fourbu. Hein. Donc fourbu de s'égosiller et puis de danser. Ono ruant à table, comme si que zéro est mieux, un on de boigneux de vide. Donc une onne de boyau de vide. Hein. Il y a du vocabulaire aussi là. Bon, boyau, ça va, mais vide, vidé, et donc une onne, une très grande quantité. Vite père, dit Sandrine, tout y a moléché, il nechkinne. Donc, ça y est, ils sont arrivés, il en est ce qu'il en est. Un fois le gâte huidier, donc là, quand donc tout le monde a bu le lait rinforché ou rinfonché, puis, qu'elle dit Sandrine, et toi, tu bois. Enfin, bois qu'au répondons à Tcheur. Il n'a qu'un chogu, réclame ma voisin, donc il y en a un des gamins qui réclame. Tiens, le demande ma père d'un air renaré. Renaré, c'est celui qui s'est fait rouler, celui qui s'est fait avoir. Renarcé, on dit aussi. Donc, d'un air un peu. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le père, lui, il est bien au courant de ce qu'a fait Schlagache, mais pas la mère. Hein. Ben, donc, répond Jouezin, je goûte trop peu et d'hervosie. Donc là, c'est des expressions assez courantes, hein, quand le plat est fini puis qu'on voudrait bien du renambon, du trop peu, du hervosie. Tes grandes boucles qui l'iracache, ma père. Hein, donc, tais-toi, grande bouche, grand gourmand, qui lui rend fic, rend trace, répond vertement son père. Si vous avez vu ce qu'il y a au fond d'elle gâte, on est de poids si bien mangé. Donc là, il lui vend un petit peu la mèche, mais tout le monde pense que c'est de la goutte qu'il y avait au fond de la gâte, de la jatte, mais c'est pas ça que pense le père, mais il ne le dit pas. Pour sœur qui crie de terre tous sans comprendre le double portée de la réflexion, donc la réflexion a double sens.
Après avoir bu ce café, je gloriole, rinchurette. Donc là, ce sont toutes les gammes de bistouilles qu'on peut rajouter après un café déjà bien arrosé. Après avoir recanté comme des perdus et piqué ri comme des bochus, nos sommes quittées, gramma content, nos souhaits de bourdi. Un lendemain, ma père, il a raconté à chez Jean Jean l'histoire de le berluc. Le berluc, c'est la petite chose, hein, qui est tchot dans le gâte. Je l'ai étoué heureusement des jours trop loin pour hernir, pour revenir, hein, hernir. On n'a pouvait plus de rire. Quand nous avons été amollés rassis, donc rassis, c'est à la fois assis et puis endurci, hein, c'est que de se rassir aussi pour du pain. Par bonheur qui dit je perds, j'avouais bien touillé et que je qui noyeux le plus grosse part, il ne sait pas être en est aveugle. Donc, si jamais il y en a un qui a eu la plus grosse part de l'étron, hein, eh ben, il ne sait pas étrangler avec. Voilà. Donc, ça finit sous une forme de blague. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie ou fausse, s'il y avait une pie apprivoisée dans la maison des parents de Léon Goudalier quand il était gamin, ou si l'anecdote se serait passée dans une autre maison et qui se la serait, lui, appropriée. Mais toujours est-il que donc la tradition du bourdi, elle est décrite et que il y a plusieurs versions, hein, de cette tradition, pas chez Léon Goudalier, mais chez d'autres auteurs, et donc sont ben voilà, racontés avec un zeste d'humour pour conclure le texte qui a une certaine vocation, peut-être pas tout à fait sérieuse, il ne faut pas exagérer, mais qui a une vocation de témoignage. C'est toujours bon. Il nous reste encore un peu de temps pour savoir, parce que j'ai préparé beaucoup trop de textes, je le sais, c'est à chaque fois pareil. Bon, on va aller sur la côte, on va retourner avec les sonnets. Bon, là, je vous ai mis. Alors, l'image n'est pas contractuelle parce que par hasard, je suis tombé sur un site internet où il y avait un bateau à Quimplage, un bateau qui s'est échoué là. Mais ce n'est pas ce bateau-là que décrit Léon Goudalier, parce que j'ai regardé les dates. Là, c'est en 1930 et le texte est de 1902. Mais bon, c'est pour vous dire qu'une grosse carcasse de bateau qui s'échoue sur la côte, ça donnait à peu près ça. Et c'est ce qui est évoqué dans le sonnet. Je vieux Mathieu. On n'a pas d'enregistrement de la voix de Léon Goudalier, hein, donc, quand je peux, je vous en présente, mais là, on n'en a pas. Je vieux Mathieu. Écoute, je n'ai quelle carcasse là-bas. C'est un pichon qui a voué des ruzzo, qui a voué de ruzzo. Pour qu'aperçu de si loin suche sable, il paroisse quelque chose d'effrayable. Donc, bon, qu'est-ce que c'est que cette carcasse? C'est un pichon, un poisson, hein, qui a voué des sacrés os. Et donc, pour que, quand on l'aperçoit de si loin sur le sable échoué, entre guillemets, il paraisse quelque chose d'effrayable, quelque chose qui fasse peur. Vu de tout près, je n'ai que des morceaux de beau, des bouts de bois, hein, débités, terre tous au plus gros, qui, rondis comme des pâtés de crabe, se dressent de chaque côté d'un long arbre. Donc rondis, ils ont été arrondis comme des pattes de crabe. Bon, il y a des mots pour dire crabe, hein, en picard, hein, bavard en particulier. Se dressent de chaque côté d'un long arbre. Donc il y a l'arbre central de la charpente de l'os qui est bien désossé. De j'peuvent squelette de j'batieux, chez Jean pourrit quelque part de sous lieu, bloquer un code de le mer sauvage. C'est ce tercet-là qui est important, c'est-à-dire que la vision de ce bateau échoué, en fait, amène à Léon Goudalier la pensée des gens, des matelots qui étaient à bord et qui pourrissent quelque part sous lieu. Hein. Bloquer un queue de le mer sauvage. Donc, il a beaucoup fréquenté, je vous l'ai dit tout à l'heure, la côte Picarde pour son travail, mais donc il était forcément au contact des matelots, des marins-pêcheurs, et donc des malheurs de la mer, parce que là, il y a un culte qui est dédié à pas mal bon, souvent c'est à Marie, mais il y a la bénédiction des bateaux, et puis un culte qui est lié avec des ex-voto dans les différentes églises de la côte qui essayent de protéger les marins. Stide, là c'est celui, donc ça on le retrouve de temps en temps chez Léon Goudalier,
avec le D à la fin, là, qui fait sonner un petit peu le mot ch'ti, celui, hein, celui-de, si vous voulez, ça fait ça. Ch'tid qui passe, qu'à forge d'y passer, chez homme que mâche à l'apprivoisier, et devant chaud, voué à quoi qu'on est de l'ouvrage. Donc, quand on pense que, à force de mourir en mer, les hommes commencent à apprivoiser la mer, et bien devant chaud, devant cette carcasse échouée, vouée à quoi qu'on est de l'ouvrage, c'est-à-dire que bah, la mer continue euh, à avoir le dessus sur la nature, a le dessus sur les hommes. Donc, ce texte, bon, il n'est pas le plus fort de ceux de Léon Goudalier, mais il a ce mérite quand même de donner de la profondeur à une image. Et puis, donc, Léon Goudalier a remarqué donc, ce bateau américain échoua Fort-Mahon, mais il en a vu un autre à Ouessant, qui est quand même pas à la porte à côté, à la pointe de l'Ormel et au nord d'Étaples, et puis donc aussi en Bretagne. Ça n'est pas récurrent dans ces textes, mais la dédicace qui est faite amène à savoir qu'il a été poursuivi par cette image-là assez souvent. Voilà. Alors, un texte voilà, que je vais vous partager, un autre texte, un autre registre. Schlazer, donc le miséreux, le miséreux. On n'est pas dans le misérabilisme avec Léon Goudalier, mais bon, on n'est pas non plus dans la fanfare. Hein. Je dis, c'est toujours assez mesuré. Schlazer, donc le miséreux. Ça a été écrit en 1938, vous voyez, c'est noté à la fin, c'est son fils qui donne cette mention-là. C'est son dernier sonnet qu'il a écrit juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Carqué comme un calimuchon, donc carqué c'est chargé, hein, une carque c'est une charge, comme un calimuchon, donc un escargot, qui est chargé par nature. Carqué comme un calimuchon, à chopo, sous son trinquillage, sous son barda, hein, sous tout son matériel, istrine, puis buc à chaque moison, pour que chez gens l'ibite sa ruinage. Donc, il se traîne, le Schlazer, et il frappe, buquer, c'est frapper, quasiment mot à mot, dans tous les sens du verbe frapper, pour que les gens qui habitent dans la maison, lui baillent, lui donnent sa ruinage. Ça, c'est un mot qui est pas fréquent. Donc, en fait, c'est le peu, ce qu'il mendie, en fin de compte. Hein, c'est sa pitance mendiée. C'est la pitance mendiée. Qu'après ce vieille barbe ou saint bâton, chez chien gueult. Alors là, il a des manières de noter la palatalisation de quien en chien qui est parfois compliqué. Vous voyez, par exemple, il y a un trinchillage, enfin moi je dis un trinchillage au deuxième vers, moi je ne l'aurais pas latalisé tous les deux, là il ne le fait pas, donc un trinquillage d'un côté, et chez chien, alors c'est pas facile à lire comme c'est écrit, mais donc qu'après ce viel barbe ou saint bâton, chez chien gueult, lise des visages, puis tout romionnant un canchon, poursuit pian-pian un pèlerinage. Donc les chiens aboient sur son passage, hein, voilà, et lui il est des visages en romionnant, en maugréant une chanson, et il poursuit son pèlerinage, son chemin tout pian-pian, tranquillement, surtout lentement. Au l'ombre d'un mouet ou d'un CU, alors là, rien que sur un vers, il y a du vocabulaire. Au l'ombre, c'est à l'ombre, mais l'ombre picarde et masculine, genre masculin, un nombre, si vous voulez, au l'ombre d'un mouet. Donc une mouet, c'est une meule de fourrage, ou bien, donc on peut s'y mettre à l'ombre, ou d'un CU. Le CU, ça c'est pan picard, c'est le sureau, hein, le buisson de sureau. Il se met, à mi-temps dévêtu, à cacher à puche d'un céarde. Donc il s'abrite à l'ombre pour, à moitié dévêtu, rechercher les puces qu'il aurait dans ses arbres, dans ses guenilles. Ah, Lazare, quoi qui rebute, rien. Le secret de vivre sans avoir moyen, puis d'être samouette chez Tikilwern. Donc, ah, miséreux, qu'est-ce qui te rebute, hein, peut pas aller chercher plus loin? Ben, rien.
Le secret de vivre sans avoir moyen, donc sans avoir d'argent, sans avoir beaucoup de... Voilà. Et puis d'être Saint-Mouette, donc c'est le côté du miséreux du cheminot qui a choisi son sort, qui semble transparaître dans ce sonnet. Être Saint-Mouette, chez Tiki Ward, c'est toi qui conserves donc ce secret, puisque rien ne te rebute et que tu continues d'errer de maison en maison. Voilà, donc ce dernier sonnet, enfin dernier dans l'écriture je ne veux pas vous laisser tout comme ça tout de suite, hein. Non, 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 c'est pas encore le dernier, hein, c'est pas encore le dernier. Euh, je vais on va en faire un ou deux un sur la guerre 14, comme ça on pourra faire autre chose. Ensuite, hop, voilà. Les affolés de guerre. Affolé, c'est pas la folie, hein. Affolé, c'est comme en français, c'est le même mot, la même racine, c'est la jambe folle, hein, la jambe blessée. Donc les affolés, ce sont les blessés. En Picard, on a conservé affolé uniquement dans ce sens-là. Chez les affolés de guerre, donc les blessés de guerre, les mutilés de guerre. Touchette lol qui revaront de là-bas. Ça a été écrit en 1915, hein, donc on est quand même encore qu'au début de la guerre sans le savoir, hein. La guerre, elle a une grosse année, 15 mois. Il y a eu d'énormes massacres tout l'été 1915. Hein. Énorme, énorme. Des dizaines de milliers de morts par jour. Hein. C'est impressionnant de revoir ça. De revoir ce qui est devenu maintenant des statistiques. Chez les affolés de guerre. Et touchette lol qui revaront de labo, combat qui manqueront de gambes et puis de bros. Hein, voilà, donc de ceux qui reviendront de là-bas, donc du front. N'oubliez pas que lui, à ce moment-là, il est à Angoulême. Hein. Combien qu'il manquera de jambes et de bras, des gambes. Hein. Sans compter que des pieds à ce figure, il peut tenir plus d'une affolure. Donc des pieds au visage, le corps peut contenir plus d'une blessure, plus d'une marque de blessure. Stichi sera doreux de tous ses os. Donc, doreux, c'est douloureux. Donc, il sera endolori de tout son squelette, tous ses os. Stilo est voué rompu à deux peaux. Donc, il sera pratiquement aveugle. Il ne verra plus à deux pas, probablement parce que gazé. Cafuchlan ou l'autre aventure, chez toujours du mot qu'aux indures. Donc, quelle que soit la cause, on a toujours de la douleur, du mal à endurer. Sœurma, il osa revient de l'honneur, mais j'ai quand même un rude malheur d'être poyé comme de Saint-Courage. Donc, bien sûr qu'ils vont être couverts d'honneur, mais c'est un grand malheur d'être récompensé ainsi de son courage. Ils ne sont qu'à mi-temps récapés, ils ne sont qu'à moitié sauvés. Un récapé, c'est ce mot picard qui est passé en français sous le mot de rescapé, suite à la catastrophe de Courrières, mais c'est une autre histoire. On va faire de l'étymologie en même temps. Donc, ils ne sont qu'à mi-temps récapés, qu'à moitié sauvés, comme chez grands arbres qu'un queue d'orage n'a beau point, mais lèche et branqué, comme les grands arbres qui, par un coup d'orage, par un soir d'orage, l'orage ne les a pas abattus, mais ils les laisse ébranqués, donc ébranchés. Et de surcroît, les arbres ont été ébranchés aussi amplement par les bombardements de 14. Bon, vous aurez le deuxième texte, ils rajeuniront, pour lequel je vous ai mis le vocabulaire en dessous. Vous l'aurez pour votre culture personnelle, pour vos cours du soir. Au mois de juin, on fera un terreau. Hein. Je ne savais pas trop quoi faire comme cours. Hein. Ça va, un terreau? Ouais. Ah, il y en a qui ont l'air d'accord en plus. Ah ouais. Mais je ne donne pas de certificat, moi. Bon, on ne va pas voir les 4, mais j'en ai mis 4 sur le thème de la mort. J'agrandis le. Oh là, j'arrive à voir. On va faire. J'ai rapproché 2 textes, je vais partager ça. Donc j'ai rapproché 2 textes qui est, bon, vous voyez, le Vieil Mémère a été écrit en 1913 et puis Vieux Pépère en 1911. On va voir le Vieil Mémère. Le Viel, hein, Viel. Il est un peu comme dans le Pas-de-Calais. C'était déjà je ne l'ai pas fait remarquer tout à l'heure dans un autre texte. Hein. Ce n'est pas toujours comme ça dans la mienne. Ça l'est fréquemment, mais ce n'est pas toujours comme ça.
Alors là, on a le chiotte, là, cette fois-ci. Tout à l'heure, on avait que là c'est le chiotte. Le chiotte vieille, qu'ovoué l'eau, toute bochuse. Bochuse, c'est bossu, hein, bochuse. Carloche Boschu, hein, dans le Nord, la chanson la plus connue. Chiotte vieille, qu'ovoué l'eau, toute bochuse, au thé belle, adroite et pirétuse. Il n'y a pas de et, j'ai rajouté un et. D'un saint temps, elle, cinco, saint chien, vivent à trouver quasiment de rien. Bon, je ne reviens pas sur la palatalisation, mais là, vous voyez, là, on a chien, là, on avait chiotte. Enfin, bon, voilà, donc, elle a été belle, cette vieille toute bossue, hein, dans son temps, donc dans son jeune temps. Elle, cinco, son chat, saint chien, son chien, vivent à trouver quasiment de rien, donc des errements. Elle a été belle dans son jeunesse, mais maintenant, ils vivent à trois, donc elle est probablement veuve, hein, puisqu'il sera avec son chien et son chat. Tout comme un éléphant à sarluse, donc comme un éléphant, on a à nouveau le verbe sarluser, hein, qu'on avait tout à l'heure avec la tante, là, puis le petit-fils. Donc elle s'amuse, elle passe son temps donc à s'amuser comme ça. Puis chez Como, qu'est-ce peuvent visus, donc c'est son passe-temps de s'amuser. Tout priant d'un saint paroissien, donc ça c'est son livre de messe, le paroissien, pour chez gens qui lui font du bien. Donc, elle est imprégnée de religion, elle a son livre de prière à côté d'elle. Et ce nom, ses deux filles, puis queran fille, sont morts tous. Donc, son mari est mort, ses deux fils sont morts, et puis aussi une fille. Donc, elle n'a plus de descendance. Anomie de Bill, à se faire pour ceux qu'elle a perdu, donc elle n'a plus de tracas. C'est entre guillemets, il faut voir le beau côté des choses. Oui, c'est vrai, quand on n'a plus d'enfants ni de mari, on a plus besoin de se faire tracas pour ceux qu'on a perdus. C'est assez pragmatique. Voilà. Acheteur, touche qu'à l'espère de mieux, chez que je bondu bientôt, l'idiche, viens donc par chi que je te béniche. Donc, elle n'attend plus que la mort, elle est imprégnée de religion, donc son salut passera par la mort. Voilà, pour la veuve. Et je vieux pépère, acheteur. Donc, le vieux, c'est vieux, hein, le vieux grand-père. Et homme, l'eau d'un saint temps étoué, jaune puis vertillant. Donc, vous voyez, on a à peu près la même analogie tout à l'heure. Il a été jeune et vertillant. Vertillant, c'est plein de sève, hein, c'est agile, alerte. Comme il faut à leur chi au soleil devant ce porte, il se dit du vieux temps, comme eau, et je sorte. Donc, je vais profiter du beau soleil, du temps qui voilà, puisqu'il est à leur chi au soleil devant ce porte. Donc, il voit le soleil devant sa porte et donc je vais en profiter. Il savait bien qu'un jour il serait vieux à Saint-Tour, mais il vaut mieux le comprendre. Donc on se doute bien qu'on va devenir vieux, mais on ne veut pas en prendre la mesure. Ce main qui n'est plus forte, trine un cadeau puisqu'elle ne le porte. Donc sa main qui n'est plus forte, qui n'a plus de force dans sa main, elle traîne son cadeau, son fauteuil, plutôt qu'elle ne le porte. Vous voyez, donc là, l'image, on a une image mouvante vraiment de la main, on trine, on va se mettre au soleil sur le seuil de sa porte, mais il faut traîner son fauteuil plutôt que de ne pouvoir le porter. Il s'assit, Pierre B. Zéphane joué à Mab, donc il est là maintenant assis au seuil de sa porte, et il regarde les éléphants qui jouent à Mab, au marbre. Ce sont les billes, hein, jouer à billes. Des billes de terre, hein, pas de marbre, mais ça vient c'est le mot marbre, hein, mais qui sont des billes de terre. Quasi qui se met à suer tant qu'il fait bueneke à ce plage. Donc pratiquement il est en sueur, il fait bueneke à sa plage. Là où il est installé, il est bien installé au soleil. Tout ballon chance-tête, donc balançant, hein, ballonché, il s'endort, donc il s'assoupit, même il rêve, se croyant déjà mort, que le bon Dieu l'air chu et puis il l'imbrache. Donc on est dans un registre assez proche dans les deux textes, avec une analogie de construction. Hein. Au début, le vieux a été jeune, au milieu, il a une activité, elle prie dans son paroissien, lui, il va traîner son fauteuil et regarder les enfants jouer, et puis à la fin, il y a une aspiration vers la fin et donc entre guillemets, la vie éternelle. Ça n'est pas exprimé comme ça, mais donc la religion, elle porte vers cette inclinaison. Je vous donnerai la fable de la grenouille. Elle a été publiée dans Schlancheron. Pour ceux qui sont abonnés, vous l'avez peut-être déjà lu. Je vais
On a encore quelques minutes. Oui. On ne va pas faire toute la pièce, mais je vais vous montrer le début de sa pièce de théâtre pour que vous ayez un aperçu, mais vous l'aurez intégralement. Voilà. Donc ça, c'est celle qui est dans la méthode qui est reprise dans la méthode Spieker-Bellerade. Donc on a deux personnages, Rosalie et Marguerite. Voilà. Ah, chez vous, l'eau Marguerite, l'autin qu'on ne point vu. Oh, pour somme, n'avlo un bout. Et quand vous êtes décidé à vous déjouquer à nuit, bah, je profite avec nos glaines Pontecouer à Mollet et puis que chez eux, Rancheris pour venir Navin trois cartons. Donc ça se passe au marché. Il y en a deux voisines qui ne se voient pas souvent, qui se rencontrent. Et puis, bah, il y a celle qui vient vendre ses œufs. Donc, bah, elle profite que chez Glen, ils pondent encore un peu. Les Glen, les poules. Hein, et puis que chez eux, ils renchérissent, puisque quand ça devient rare, ça prend du prix. Donc, comme elle a des œufs à vendre, comme ça renchérit, elle en profite pour en venir un van, trois cartons. Picma qui vont vos gens. Bah, tout le monde vaut bien, merci. Igno comme nom, il vient d'avoir une chifferne. Chifferne, un rhume, hein, une inchiffernure, une chiffronnée en ancien français. Un volo presque détaqué, se détacher. Hein, donc la chifferne ne voulait pas quitter ses narines. Hein. Je n'ai qu'avec un chiro que le médecin il y obaillé, donc lui a donné, on avait déjà le verbe bailler tout à l'heure, qu'il n'est venu à bout. Mon Dieu, il n'y a que je baptême à se respecter, chez tout comme nos vacnouer. Elle est devenue poussieuse tout d'un coup. Donc, elle est devenue. Donc il n'y a que je baptême à respecter, ça, c'est une expression toute faite, chez un ratro. Et puis, c'est comme nos vacnouer, notre vache noire. Elle est devenue poussieuse, donc fatiguée et essoufflée. Les deux en même temps, tout d'un coup. Maréchal, n'y a rien compris. Le maréchal, c'est le maréchal Ferrand. Ils ont été obligés d'aller cœur et vétérinaire qui l'a guéri. On a été obligé d'aller chercher le vétérinaire qui a guéri la vache noire. Mais Touchon ne se fouait pas sans argent. Donc on a la motivation, en fin de compte, de vendre les quelques œufs qu'il y a, c'est qu'il faut de l'argent pour payer le vétérinaire, pour payer le docteur. Ah, il n'y a pas d'assurance sociale à ce moment-là pour le médecin, mais bien entendu, pour le vétérinaire, ça coûte toujours trop cher un vétérinaire. C'est toujours été, c'est encore aujourd'hui, c'est encore vrai. Vous avez bien raison. Amnidé, cher Humelot, viennent de chez Brouillard qui fouet depuis un mois. Ça peut se situer dans la vallée, cette affaire-là, dans la vallée de la Somme, parce que les brouillards de vallée sont très fréquents et puis sont particulièrement tenaces. Hein. J'ai vu aussi sur nos gazettes qu'il y a des tags d'un soleil et que je ne veux rien pour chez Caen, chez Bête et puis chez Jeun. Donc il y aurait des taches sur le soleil et ça ne vaut rien pour chez Caen, donc pour les champs, donc pour les récoltes, pour les cultures, pas davantage que pour chez Bête et puis chez Jeun. Oh, Yuko Zalon disait à propos, chez Tivray qu'Ozo raconté que je fus Claude 4, carte et Bédalcourt, il a le tuer Saint-Père avec un fourque. Donc là, on va être dans le fait divers. Donc, est-ce vrai que Claude IV, donc son vrai nom c'est Carte Bédalcourt, ça c'est une note de Brie qui est rajoutée dans le texte. Donc, il aurait voulu tuer son père avec une fourche, un fourcher. On a dit bien sûr plus qu'Ignano, chez gendarmes, ils sont toujours revenus. Bon, donc il s'est passé quelque chose, les gendarmes font leur enquête. On n'avons mis rien vu d'un journal, d'un chez journal. Chez journal, en Picard, c'est pas chez journaux, hein, c'est chez journal. Hein. Et journal chez journal. Un bidet d'Egvo, hein, mais un Gvo d'Egval, ça peut s'entendre, hein, j'ai déjà entendu. Hein. Ose rapporter qu'il n'y a voyeux quelqu'un qui s'est tout démarché pour qu'il n'affuche rien. On ne s'est remis jamais famo. Je vous pas que ça fût cher dit, mais donc il y aurait quelqu'un de haut placé, on peut supposer, qui aurait fait une démarche pour qu'il n'affuche rien, pour que ça ne, qu'il n'en fuche, c'est du subjonctif, hein, c'est le verbe être au subjonctif, qu'il n'en soit rien, donc que les journaux n'aient pas rendu compte de l'événement du fait divers. On ne s'est remis jamais famo, on ne s'est remis mi, c'est la négation forte en picard. On n'en saura vraiment jamais le dernier mot. Je vous repois qu'à Fucher dit, mais voilà, je ne voudrais pas que ça soit répété. Mais donc les commères vont continuer comme ça.
Eh bien, bon, je vous laisserai, je vous laisse, allez, je vous laisse lire la suite, parce il y en a encore une page et demie, mais vous avez l'intégralité du dialogue, hein. Voilà. Donc, c'est supposé être, tel que c'est présenté, c'est supposé être une pièce de théâtre qui a pu être jouée. Je m'étais dit qu'avec des sonnets, ça irait vite parce qu'il n'y a, qu'une douzaine de lignes à chaque fois, mais en fin de compte, on ne sait pas si. Allez. Alors, je vais vous en faire un petit dernier sur la. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la cathédrale d'Amiens, donc dans sa période bretonne, où il a une nostalgie autour de la cathédrale. Donc, je vais vous passer et on terminera avec ça, les lectures. Souchet-Portail. Vous voyez, 1937, donc il est en Bretagne à ce moment-là. Souchet-Portail. Donc, il faut voir dans sa tête la cathédrale d'Amiens, les trois portails de la façade principale, et donc qui sont décorés, c'est pas le mot exact, mais enfin qui présentent un grand nombre de saints et donc de personnages sculptés. Et donc, c'est cette image-là qui apparaît en premier. Souchet-Portail, un rein d'oignon, donc un rang d'oignon, hein. Oignon, c'est bien une prononciation amiénoise. Au long de chaque porte de la cathédrale, des saints de toutes sortes montent le garde, ils sont de nos pays, et pour tête vue, ils sont myrtris. Donc il y a des saints de toutes les sortes, alors c'est surtout des saints masculins, hein, très peu de femmes, mais ils montent la garde, ça c'est un fait. Ils sont de chez nous. C'est vrai qu'il y a les saints Picards qui sont représentés surtout sur le portail nord, le plus à gauche, si vous voulez, quand on regarde la façade. Il y a le portail Picard, on l'appelle comme ça. Et pour être vieux, donc ils sont vieux, ils sont anciens, ils ne sont pas tri. Être tri, c'est être ridé, hein, c'est avoir la peau trite. Ça peut être pour une peau humaine, ça peut être une peau de pomme. Une rainette, quand elle a été cueillie, au bout de quelques semaines l'hiver, sa peau, elle est toute trite. Tout ne bougeant point plus qu'un gin morte, donc tout ne bougeant pas davantage qu'un mort, hein. Un gin, c'est gin, ce sont les gens. En français, gens, c'est genre masculin. En picard, gens, c'est genre féminin. Un gin mort. Tcheman, nos taillons, chacun sorte, donc des mains de nos ancêtres, nos aïeux, chacun sorte, et paroué sous pieux caillebi, si vivant que je me n'ai bobby. Donc, ils ont été sculptés, hein, ils sont taillés par nos ancêtres, et sous sa peau de caillou, bi, parce que c'est la couleur de la pierre calcaire qui a bisi avec les âges, qui a un petit peu jauni, mais ils paraissent si vivants que je m'en ébobie, j'en suis surpris. Alors, et encore, il n'a pas vu la cathédrale mise en couleur depuis les recherches archéologiques des années 80-90. Chez Marmouzet, l'eau sont de nos races. Puis reconnaître chaque picard qui passe et couer avec le yeux ne je te poète pas père. Donc, ces Marmouzets-là, donc il appelle les saints les Marmouzets, donc les gamins, bon, c'est quand même très amical, très, très familier. Ils sont de notre race, ils sont de nos racines. Et puis, ils reconnaissent chaque picard qui passe. Et bien que, hein, équerre, c'est encore que, hein, mais bien que leurs yeux, ne je te poète pas part, ne possèdent pas de pupilles. Mis devant eux, tandis que je me défule, alors que je me décoiffe, que j'enlève mon chapeau, que vous voyez ce que j'ai sur la tête, puisque je me sens plus chiot qu'un épule, puisque je semble être plus petit qu'une épingle, et je comprends mieux ce que veut un Picard. Je comprends davantage ce que veut un Picard avec donc, le P majuscule, donc l'homme de Picardie. Voilà. Donc, vous relirez ces vers de Léon Goudalier, que j'espère que je vous ai fait découvrir. Je ne sais pas, oui, probablement que vous avez pu apprécier. Voilà, quelqu'un qui est pas lassant à lire, peut-être pas lire tous les sonnets le même soir, parce que bon, forcément, c'est comme toujours, je pense qu'on gâche la poésie. Les sonnets ont été écrits à un rythme
pas plus d'un ou deux par mois dans les périodes les plus fastes, ou 4 ou 5 par an. Donc peut-être en lire un de temps en temps. Et puis voir aussi que donc, cet auteur qui nous est parvenu grâce aux travaux du Centre d'études Picard dans un premier temps, et puis bien sûr à la mémoire familiale qui a été gardée par le fils aîné de tous ces travaux, c'est un auteur qui mérite, à mon sens, d'avoir son nom de rue dans son village natal, comme beaucoup d'autres pourraient l'avoir, hein, de nos auteurs disparus. Ils n'ont pas tous été gratifiés de cet honneur-là. Je repense à nouveau à Charles V qu'on avait vu le mois dernier. J'en ai parlé avec des gens de Doulan, je dis quand même, faites quelque chose, quoi, faites quelque chose. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Je ne sais pas s'il y avait dans le fil de la discussion des questions. Je comprends-t-on. Igno que je baptême à respecter, igno que je baptême c'est-à-dire, il y a que ça qui soit respectable. On ne peut se fier à rien. Tandis que la religion, ça, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc, c'est un ratro picard. Hein. C'est une manière d'être, de se conforter dans son malheur. Bon, voilà. On va au moins respecter le baptême. Ça, j'ai confiance. Voilà, c'est comme ça. Oui, chez Jean-Pierre Semble. Je ne sais pas, ça faisait allusion à quoi, Jean-Pierre Semble? Je voulais dire qu'un quarteron, c'est 25 œufs, c'est le quart de 100. Maintenant, on dirait 13 œufs à la douzaine, et à l'époque, c'était 25 pour 24. Ah oui, mais cartron, c'est un mot français. Hein. C'est une manière de calculer, notamment sur les marchés. Il y a plusieurs titres d'ouvrages. Il y a un cartron de prod, je ne sais plus quel auteur qui avait écrit ça, puis un autre cartron. C'est une unité. C'est une unité c'est le quart de 100. Au mètre, au kilo, et puis à la mesure. Et puis oui, effectivement, on donnait un cartron, un demi-cartron, d'œufs en particulier, puisque ça peut se détailler. Voilà, écoutez, je ne vois pas d'autres questions auxquelles je peux t'amener à répondre, à moins que vous en ayez là en direct, profitez-en quelques instants. Il y a Gérard qui a levé la main, Jean-Luc. Gérard, vas-y Gérard. Allô Gérard, ouvre ton micro, on ne t'entend pas, je ne sais pas s'il est ouvert. C'est peut-être une mauvaise manipulation. Hein. Ah ouais, peut-être qu'il voulait dire au revoir, peut-être. Non. Bon, voilà, on est allé, voyez, dans la Somme. C'est là, non? Là, c'est pas bon? Si, là, on entend. Voilà. Pour les brandons, ils prenaient aussi du bouillon blanc, vous savez, qui fleurit jaune. Ah et oui. il les laissait sécher, et c'est là qu'il les brûlait aussi. Les molènes. Hein, les molènes, ouais, les molènes, c'est ça, les molènes. Les molènes, oui, c'est les pas molènes de bouillon blanc. C'est la même famille qui rentre dans la tisane 4 fleurs. Oui, c'est une plante officinale. Je reconnais le préparateur en pharmacie. Oui. Ah. Il faisait aussi pour les bergeries ou pour les étables. Hein, Oui, pour enlever la vermine. C'est ça. Voilà, c'est décrit, il y a pas mal de textes. Je ne pense pas que ce soit propre à la Picardie, d'ailleurs. Je pense que non. C'est vraiment... Je n'ai pas relu de Hoyer avec le culte de l'arbre, mais il en parle abondamment. Il y a beaucoup de mentions dans les livres qui traitent du folklore. Je pense que chez Van Genep, il doit y avoir ça aussi. Enfin, voilà, je ne vais pas retourner toutes. Non, je préférais m'attacher aux différents textes et puis à ce personnage. Donc, vous voyez, sous un fond, je vous ai dit dépressif, parce que c'est le mot qui apparaît, peut-être de mélancolie, de nostalgie, avec quand même des malheurs dans sa vie. Hein. Être orphelin à 13, puis à 14 ans, définitivement, ne pas avoir le moral quand on devient adulte, élevé par son grand-père. Son grand-père lui a légué toute sa fortune, hein, sa maison, tout ça. Donc, il n'a pas été malheureux financièrement, c'est pas ça, mais bon, il a perdu sa première fille. Enfin, la guerre 14 ne l'a pas épargné. Bon, ça fait beaucoup pour rentrer dans la vie avec un grand sourire quand même. Donc, son écriture, elle est empreinte de religion, hein, on l'a vu à plusieurs reprises. Elle est aussi empreinte de respect des générations, je trouve, et puis des métiers les plus humbles.
avec tous ses poèmes sur la côte picarde, donc de sa jeunesse, quand il travaille chez l'architecte Millevoye, donc quand il a 25 ans, 25-30 ans avant de connaître sa femme, un peu avant 30 ans, et toute cette description de la côte picarde, de la côte d'Opale, hein, du Crotoy jusqu'à quasiment Ardelot, eh bien, c'est vraiment des très beaux textes très inspirés, et puis qui sont des photographies d'un poète, en fin de compte. Hein. On est à l'époque de la photographie. Je ne vous ai pas mis le texte, je vous passerai peut-être, on l'avait publié, le texte qui a été composé sur une musique de Mozart, pour vous donner un petit ce côté musicien qu'il avait avec son côté joueur de clarinette. Voilà, la ligne mélodique est inspirée de Mozart. Je vais tâcher de voir ça, puis de revoir tout ce que je vous ai passé avec toutes les fautes de typo, c'est pas possible. Mais bon, c'est à chaque fois pareil, mais c'est pas grave. On ne peut que se rabouinir, hein. Voilà. Donc, Didier, non, il n'y a pas de Didier, là. Non, il y a Olivier, par contre. Donc, on se revoit, on a dit le 25 mai. On a dit le 25 mai. Le 25 mai. Et j'en profite pour dire qu'il y a encore des sonnets de Goudaillet en stock au Centre d'études Picarde. Donc on doit, si certains souhaiteraient acquérir ces livres, alors je ne connais pas le prix, mais ça ne doit pas être bien cher, je sais qu'il en reste. Hein, donc vous pouvez éventuellement me poser la question, ou ceux qui connaissent Jean-Michel Éloi, faire ça avec lui. Alors, si vous lisez ça, la grande majorité de ce que je vous ai raconté sur sa biographie, et puis la biblio, non, j'ai plus bossé, j'ai beaucoup plus de recherches, mais sur sa biographie, la grande majorité, c'est dedans. Par contre, tout ce qui est en incertitude, tout ça, je suis allé fouiller pour donner des compléments, mais bon, depuis 1979 quand même, hein, ça fait quand même plus de 40 ans, donc c'est forcément la connaissance évolue, l'accès aux données évolue, et puis des choses ont été retrouvées. Et donc, bon, là, j'en ai retrouvé dans pas mal d'almanachs, puis des choses que j'ai accumulées au fil des dizaines d'années. Voilà. Que j'ai plaisir à partager avec vous. Voilà. Jean-Luc. Ça reste enfermé dans chez Armoire. Jean-Luc. Oui. Oui, c'est Carole. Jean-Luc, où est-ce qu'on peut trouver les sonnets sur la côte d'Opale? Ils sont tous dedans. Ils sont tous dans ce recueil-là. Dans celui-là, d'accord. Oui. Tous ces sonnets sont là. Il y en a, à ma connaissance, il n'y en a pas ailleurs. Et donc, ils sont présentés dans l'ordre chronologique de leur écriture. Hein, voilà. Et je vérifie que le dernier soit bien le dernier, mais je conviens que c'est ça. Ils sont tous dans l'ordre chronologique. Et il n'y a que les sonnets là-dedans. Et après, Éclitra n'existe plus. Alors, pour trouver les textes en prose, là, les joies et peines, là, ça doit être un peu plus tordu. Là. Bon, je vais lire avec Jean-Michel. Oui, il faut voir. Ouais. Non, mais ça c'est un livre, mais franchement agréable à lire. Hein, voilà, on ouvre une page et puis voilà, je sais pas, chez les yeux de mer, puis ça se lit bien. Il y a des notes de vocabulaire en dessous qui permettent de comprendre éventuellement. Et puis voilà, j'ai plaisir à l'ouvrir de temps en temps. Franchement, je ne dirais pas ça de tout le monde. Non, mais c'est à redécouvrir. Bon, puis la forme sonnée, Picard s'y prête bien. Et vous voyez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à l'époque où il écrit, donc il y a un gros siècle, 130, 140 ans, il y a des formes littéraires picardes, et en particulier picardilles, qui se veulent être les sonnets picards. Alors, c'est une autre prosodie, peu importe, mais il ne s'y plie pas. Il reste avec, bon, je vous ai dit, il est bachelier S-lettres. Hein. À l'époque, ça vaut un peu plus qu'un Dogue. Hein. Donc, il a quand même un bon niveau littéraire. Donc, il maîtrise, et puis il s'exprime comme ça, et son picard n'en souffre pas. Et bien qu'il ait voyagé dans sa vie, par le fait même de son parcours de vie, bien qu'il ait voyagé, il va garder son picard des portes d'Amiens, entre Piquigny et Flix-Secours. Et c'est pas surprenant. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont, entre guillemets, expatriés de leur village natal ou de leur picardie affective, écrivent dans un picard qui est celui de leur jeunesse, de leur enfance, de leurs parents. C'est pas du tout une exception en ce sens-là, mais c'est à noter. Hein, c'est à noter. Maintenant,
le sud de la Somme, la vallée de la Selle, le Y dont je vous parlais, le nord de l'Oise, donc à Plainville ou d'autres villages autour, Breteuil, Saint-Just, Grandvilliers, Montdidier. Là, le Picard, il n'y a pas grande différence, quoi. Il peut y avoir quelques mots de vocabulaire, il peut y avoir quelques petits traits de linguistique, notamment dans les articles, des choses comme ça, mais les conjugaisons sont les mêmes. L'intercompréhension est quasi parfaite à 95%. Donc, son Picard ne pouvait pas en souffrir. Hein. Voilà mon point de vue sur la chose. Léon Goudalier. Alors, je ne vous ai pas dit, mais Goudalier, c'est un mot picard. Goudal, c'est de la bière, hein, c'est le brasseur. C'est le brasseur. Le Goudalier, c'est le brasseur. Hein. Donc, il a un patronyme, on ne peut plus. On peut davantage picard, mais c'est bien picard. Hein, c'est bien picard. Et plutôt picard du Nord, là, pour le coup, c'est Goudal. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention à toutes et tous, aux nouveaux venus et aux fidèles qui n'en sont pas moins des visages que j'ai plaisir à retrouver tous les mois. Puis je vais vous préparer quelque chose d'autre pour le mois qui vient.